Bonjour, bienvenue dans cette session sur TypeScript Why, When, How. Alors, on est vraiment très content d'être à Devoxx cette année, donc merci aux organisateurs de nous avoir permis de faire ce talk. Et on va commencer par se présenter. Je vais laisser la parole à mon acolyte Félix. Bonjour à tous, donc moi je suis Félix Billon, je suis développeur web, je fais beaucoup d'Angular, donc évidemment beaucoup de TypeScript depuis à peu près 5 ans maintenant, et je fais également un petit peu de back avec du .NET Core dans une société de services qui s'appelle Decube, qui est Gold Partner Microsoft. Voilà. Et moi je suis ingénieur chez Microsoft dans l'équipe Azure App Consult, donc j'aide les startups dans leurs projets et notamment sur leur phase d'implémentation d'Azure. Et ma spécialité c'est JavaScript in the Cloud, donc je fais plutôt du Node, pas mal de TS et du Vue.js. Voilà, principalement on va dire. Avant de commencer, on va vous parler d'un sujet qu'on aime bien. On n'arrête pas de le faire à chaque fois qu'on parle, donc on commence toujours par ça. Je vais laisser Félix le... Donc on va vous parler du Meetup Paris TypeScript. D'ailleurs, on organise un Meetup le mardi prochain il me semble. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la page Meetup. On serait très content de vous retrouver à un Meetup. Et puis aussi, si vous avez des propositions de talk, on est constamment en recherche de propositions. Donc surtout, n'hésitez pas à nous en soumettre. Ça nous fera plaisir. Voilà. Et à venir faire coucou si vous voulez assister à un petit event. On va commencer par une introduction. Et pareil, je vais laisser Félix du coup prendre la parole pour démarrer. Alors, on va commencer par parler un petit peu d'histoire. Donc, on va commencer par parler un petit peu du commencement de TypeScript. Donc, tout commence en octobre 2012 avec la preview, donc la version, c'était une version 0.8, je crois. Et c'est le résultat de 2 ans de développement en fait dans les locaux de Microsoft, chapeautés par 2 personnes qui sont Luc Hoban et Anders Eichberg. Cette personne est connue parce que ça a été le papa de Delphi, le papa de C#. Donc, il a quand même assez d'expérience en matière de langage. Et ensuite, en avril 2014, version 1.0. Le grand tournant de cette première version, en fait, c'est l'ouverture des pull requests. Donc la communauté peut contribuer enfin au projet. Mais malheureusement, ça n'a pas un succès retentissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, en avril 2014, il y a une pleine montée en puissance du JavaScript. Il y a des outils qui commencent à pulluler dans tous les sens. Et donc, il est un peu noyé dans ce flot d'outils. Donc, on a tous les task runners, on a Grunt, Gulp, il y a les frameworks Angular, React, Vue, etc. qui sortent. Il y a énormément d'outils de test, etc. Et d'un seul coup, on voit un outil qui sort en plus et on se demande un petit peu à quoi ça sert. Donc, l'idée était là, mais pas le reste. Pour l'avoir utilisé dès la première version, il y avait pas mal de soucis de performance de compilation. Sur un gros projet, ça devenait assez lent. C'était compliqué aussi d'utiliser des librairies tierces qui étaient écrites en JavaScript. Or, on en a très rapidement besoin. Et puis, c'était pas très bien intégré dans les IDE, pas très bien intégré dans les autres outils qu'on avait besoin d'utiliser, donc un peu compliqué. Et puis, il y a eu le moment de la renaissance. Donc, en fin 2014, il y a des personnes de la team d'Angular qui annoncent à une conférence la fin bientôt d'Angular 1 et qu'il va y avoir un Angular 2 qui va être basé sur un langage qui va s'appeler ATScript. Et ATScript, en fait, ça va être du TypeScript, mais avec des choses en plus. Et il n'exclut pas d'entamer des pourparlers avec les équipes de Microsoft, ce qui finalement se fait et se passe très bien, puisqu'en mars 2015, eh bien, Angular 2 va finalement être basé sur TypeScript, ce qui offre un énorme gain de popularité évidemment à TypeScript. Et en septembre 2016, ça y est, la version 2.0 d'Angular sort, et donc également la version 2.0 de TypeScript. Et il y a eu énormément de chemin de parcouru depuis la version 1.0. Donc actuellement, on est à la version 3.4 et depuis tout ce temps-là, eh bien, évidemment, il y a eu un énorme travail sur les performances qui ne sont plus du tout un problème maintenant. Même encore pendant la version 3, ils ont fait des améliorations sur les builds incrémentales. Il y a une meilleure intégration dans les IDE. Évidemment, maintenant, la communauté a grossi, le langage est plus mature. Et donc maintenant, c'est parfaitement intégré aux IDE. Et ils ont grandement, depuis la 2.0, grandement facilité l'utilisation de librairies JavaScript qui ne sont pas écrites en TypeScript dans nos projets en TypeScript. Ouais, et ça, c'était vraiment un gros problème au départ. Du coup, tout ça, c'est bien. Alors, on va s'intéresser d'où on en est un peu aujourd'hui. Nous, on aime bien mettre des stats à chaque fois pour rappeler un peu deux, trois stats intéressantes, notamment les trends. Donc, c'est globalement toujours un peu, on va dire, dans la hype, quoi. Il y a des gens qui s'intéressent au sujet, qui font des recherches dessus. Donc, du coup, les stats sont plutôt pas mal, elles sont toujours constantes. Récemment, là, il y a eu le survey Stack Overflow qui est sorti. Donc là, les stats, TypeScript a encore pris des places dans le classement des langages les plus aimés par les développeurs. Donc les langages les plus aimés, c'est ceux que les développeurs commencent à utiliser et ils ne veulent pas changer. Donc du coup, là, maintenant, c'est carrément ex aequo avec Python.
Et le trio de tête, quand même, Rust, Python, TypeScript, Kotlin, c'est un peu les langages en ce moment qui sont, on va dire, bankable, hein, je pense. Et donc, du coup, c'était plutôt une nouvelle sympa. Là, c'est tombé il n'y a pas longtemps, du coup, c'était cool. Il y a aussi l'Octoverse sur GitHub. Donc, du coup, TypeScript est en progression constante sur GitHub depuis plusieurs années. Et là, il a franchi un cap puisqu'il s'est positionné directement en 7e position. Alors, c'est des stats à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets JavaScript qui migrent en TS. Donc, c'est facile de gratter des places quand il y a des projets JavaScript qui migrent. Hein. Donc, il ne faut pas oublier ce détail-là. Je préfère le préciser. Et enfin, une stat qui est plutôt intéressante et qui est plus représentative du terrain, c'est le taux d'installation sur NPM. Donc ça, c'est une stat sur l'année. Donc il y a un petit pic, mais ça, c'est les vacances de Noël. Donc forcément, les gens, ils font des cadeaux et tout, ils passent du temps avec leur famille, ils développent pas. Et du coup, on voit que c'est en constante évolution. Et en fait, il y a même eu une annonce il n'y a pas longtemps pour dire qu'il y a une journée, là, ils ont fait 1 million de téléchargements journaliers, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, c'est des stats qui sont plutôt solides et qui sont toujours en augmentation. Donc ça veut dire vraiment que ça a pris et qu'il y a quand même beaucoup de boîtes et beaucoup de projets qui utilisent. Donc ce qui est plus intéressant, c'est de savoir quels sont un peu les projets qui utilisent TypeScript en fait, dans la communauté open source. Alors le fer de lance dans les projets, c'était plutôt VS Code au départ, puisque VS Code il a été écrit en TS, et c'était un peu la vitrine de TypeScript, puisque bon, beaucoup de gens connaissent maintenant VS Code, et c'est un outil qui est quand même pas mal apprécié. Et celui qui l'a fait exploser, c'est un peu le trio Angular, Ionic, Ratty Extension, donc qui sont des projets faits par des teams qui sont quand même des grosses teams d'ingénieurs avec un excellent niveau, qui ont choisi TypeScript pour certains avantages et qui donc du coup ont fourni des librairies d'excellente qualité. Donc ça, c'est vraiment un peu souvent les gens qui commencent TypeScript, ils se retrouvent à utiliser ces technos-là. Mais il n'y a pas que ça, on a aussi NativeScript aussi pour ceux qui veulent faire des applications mobiles avec Angular ou Vue. Du coup, ils peuvent utiliser NativeScript qui est écrit en TS. Et dans les choses un peu externes, à Google aussi, qui avait dit qu'ils utilisaient TypeScript en interne pour leur projet, ils ont décidé de faire TensorFlow, donc du coup la librairie JavaScript en TypeScript. Et TensorFlow, c'est quand même pas un petit projet pour la partie machine learning, c'est quand même un truc central chez Google. Donc c'est quand même une marque de confiance dans le langage, je pense. Un projet que j'aime bien, c'est Nest.js, là, pour ceux qui ont déjà essayé ce projet-là. Donc c'est en pleine explosion à côté Node pour faire du microservice et tout ça. C'est un excellent framework. Et du coup, il est basé sur TypeScript et il est en pleine explosion. Et puis récemment, on a un peu des projets qui ont débarqué en mode avec des annonces, notamment Jest. Ouais. Voilà, des petites surprises. Jest, ah bah c'est bon, on va migrer, ça y est, je crois que c'est fait d'ailleurs. Donc du coup, c'était un peu la surprise. Vue.js l'année dernière, ils ont dit qu'ils réécrivaient tout Vue.js en TypeScript. Alors moi, j'étais super content, vu que j'adore Vue. J'adore TypeScript, c'est génial. Et la petite surprise là, du début d'année, c'était Yarn. Donc Yarn, c'est un projet quand même chapeauté par Facebook. Et bon, ils ont Flow, mais ils ont quand même décidé de passer à TS. Assez étonnant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient surpris. Et bon, on verra ce que ça va donner par la suite. Donc la conclusion de ça, c'est juste de dire que si vous faites du TS, vous êtes, globalement, vous êtes quand même en bonne compagnie. Hein. Il y a beaucoup de boîtes qui en font, il y a beaucoup de développeurs, il y a une très grosse communauté. Vous ne serez pas perdu, vous allez trouver vite de la documentation et des feedbacks sur le langage. Donc voilà, c'est plutôt positif. Alors je vais passer à la main à Félix pour parler des types, qu'on rentre un peu dans le sujet. Alors, moi, je vais commencer par vous parler un petit peu des bases sur le système de types de TypeScript. Donc, grosso modo, déjà, pourquoi j'ajouterais des types au JavaScript ? Il y a une première raison, c'est déjà pour trouver des bugs en avance de phase. Donc, TypeScript amène une phase de compilation et va permettre de trouver des bugs plus rapidement que si j'étais obligé de lancer mon code dans un browser, d'ouvrir le DevTool et de trouver que ça pète lors de l'exécution. Ensuite, il y a également une amélioration de la lisibilité. Donc l'amélioration de la lisibilité, ça se voit aussi surtout lorsqu'on veut utiliser une fonction, c'est quand même intéressant d'avoir le type des paramètres qu'on doit lui fournir. Et il y a également moins de bugs. Alors moins de bugs, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a une étude qui a été faite pour montrer que les type checkers comme Flow, TypeScript éliminaient à peu près 15% de bugs. Ça veut dire que quand on fait du TypeScript, c'est pas ça y est, c'est fini les code reviews, c'est fini les tests unitaires et c'est parti, j'ai tout qui va être OK. C'est un plus, mais il faut garder quand même les bonnes pratiques autour. Et c'est également un autre très gros point vraiment très important, c'est vraiment de TypeScript va transcender en fait les features de l'IDE et va permettre des choses comme l'autocomplétion, l'inspection de code et puis également tout ce qui va être le refactoring. Et il va nous amener plein de features pour améliorer le refactoring de notre code. Ouais, tous ceux qui ont fait du refactoring en JavaScript, ils savent que c'est pas toujours facile. Et donc là, du coup, avec TypeScript, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus avancé, quoi. Sur le point, en tout cas, c'est vraiment un avantage. Yes.
Donc les types, basiquement, en JavaScript, comment ça se passe? J'ai tout un tas de types basiques, hein, boolean, number, string, array, etc. Et donc, je vais commencer à typer ma base de code. Donc je vais déclarer une chaîne, 2 points, et puis je vais dire que c'est une string. Hop, je déclare un tableau de nombres, je type les paramètres de mes fonctions et le retour. Ensuite, on a les classes et les interfaces. Alors, les classes, ce n'est pas propre à TypeScript, hein, c'est une feature qui a été standardisée par l'ECMAScript 6, donc depuis 2015. Mais TypeScript va nous permettre d'utiliser le type de la classe pour typer nos variables. Et par contre, une feature propre à TypeScript, c'est les interfaces. Donc, je peux déclarer une interface, ici Rocket, qui a une propriété booster et une méthode launch. Ensuite, j'ai ma classe qui implémente l'interface. Si jamais ma classe n'implémente pas l'interface ou l'implémente mal, l'IDE va me crier dessus. Et puis ensuite, je peux déclarer des variables, instancier un objet, puis le typer avec aussi bien la classe que l'interface. Alors au début, quand on arrive, on voit ces deux choses-là. On est un peu mitigé sur est-ce que je dois utiliser des classes, est-ce que je dois utiliser des interfaces. En fait, c'est assez simple dans le choix. En gros, quand vous avez besoin vraiment d'implémenter de la logique et ce genre de choses, quand vous avez besoin de constructeurs et tout ça, vous utilisez une classe. Si c'est juste pour décrire la structure d'un objet, eh bien dans ce cas-là, une interface suffit amplement. Par exemple, quand vous devez consommer une API extérieure et que vous devez décrire la structure d'un objet, une interface, c'est très bien. Ouais, vu que ça ne génère pas de code. Ensuite, les types comment? Je vais vous donner quelques petites précisions. Déjà, il y a un type particulier en TypeScript qui s'appelle any, qui est bien connu des développeurs TypeScript parce que c'est un peu considéré comme le mal absolu. Pourquoi? Parce qu'en fait, any, ça signifie, en gros, cette variable peut être de n'importe quel type. Quand vous typez une variable en any, vous dites au compilateur, ne traque plus cette variable. Ça veut dire que vous n'avez plus d'autocomplétion, vous n'avez plus aucun de ce genre de feature, et TypeScript ne va jamais vous lever d'erreur sur cette variable. Donc potentiellement, vous pouvez introduire des erreurs à l'exécution du programme. Donc c'est vraiment un mot-clé à utiliser, qui peut sauver de temps en temps, mais c'est un mot-clé à utiliser avec vraiment parcimonie. Nous, on a des cas d'exemple. Enfin, moi, ça m'est arrivé de travailler avec des clients. Ils voulaient que je regarde leur code, et puis tout est déclaré en ANI. Et en fait, ils me disent, t'en penses quoi? C'est du JavaScript, en fait. Ouais, ça sert à rien, quoi. Donc, il n'y a plus d'intérêt à faire. Ils n'étaient pas très contents, mais c'était honnête comme constat. Donc... Une autre chose qui est vraiment très important à comprendre, c'est que les types sont utiles uniquement à la compilation. Donc TypeScript va uniquement les utiliser pour vous remonter des erreurs et pour transcender les features de l'IDE. Mais une fois la phase de compilation finie, le JavaScript qui est en sortie ne contient plus aucune trace de type. Donc ce n'est pas seulement les types que je vous ai montrés tout à l'heure, mais également tout ce qui est interface, tout ce qui est générique et tout ça, qui sont des features liées au type. Pareil, ça dégage à la compilation. Ensuite, le compileur peut inférer et donc déduire les types. Donc la règle d'or là-dessus, c'est de laisser un maximum le compilateur déduire les types. Lorsque vous déclarez une variable et que vous lui affectez une chaîne de caractères, le compilateur il va savoir que c'est une string, il n'y a pas besoin de lui préciser. Ça enlève un peu de bruit dans le code et ça améliore la lisibilité. Autre chose, lorsqu'on fait du TypeScript, il faut bien comprendre que le système de type, ce n'est pas celui qu'on connaît en Java ou en C#, qui est un système de type nominal, où le nom des classes ont une influence sur la compatibilité entre deux types. Ici, la compatibilité entre deux types va être déterminée par leur structure et non par leur nom. Un petit exemple plus précis de duck typing. Ici, j'ai une classe, Rocket, qui a deux propriétés, name et booster. Puis je fais une classe chat, qui a un nom, et je fais une petite fonction pour jouer avec un chat, play with kitten, et elle attend un chat. De l'autre côté, je déclare un objet littéral, qui est de type Rocket, un objet littéral qui est de type chat, et quand j'utilise ma fonction, je peux lui passer un chat. Jusque-là, tout va bien. Mais une requête, ça ne pose pas de problème. TypeScript, pour lui, c'est OK. Pourquoi TypeScript, c'est OK? Parce qu'en fait, il va déterminer que requête est au moins aussi grand que chat. Au niveau de sa structure, chat a la propriété name, requête a la propriété name, les types sont compatibles. Par contre, dans le sens inverse, ça n'irait pas, puisque requête a une propriété booster que chat n'a pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien garder à l'esprit quand vous faites du TypeScript. Ça reste du JavaScript et donc il a un système de type qui est vraiment différent de ce qu'on peut connaître de d'autres langages. Ensuite, un autre truc qui est très important en TypeScript, c'est les fichiers de définition qui sont des fichiers qui ont pour extension .d, .ts et ils vont permettre de décrire et de typer du code JavaScript. Donc, petit quid, quand vous avez un projet en TypeScript et que vous voulez utiliser une librairie externe qui est écrite en JavaScript, il y a trois possibilités. Possibilité 1, le package que vous voulez utiliser, il est écrit en TypeScript. C'est bon, c'est plié.
Vous avez juste à installer le package via NPM, vous importez le module, c'est fini. Ensuite, deuxième possibilité, il est écrit en TypeScript, écrit en JavaScript, mais avec un fichier de définition inclus. Donc dans le package.json, ceux qui font les librairies peuvent référencer un fichier de définition qu'ils ont eux-mêmes écrit. Et dans ce cas-là, pour vous, qui consommez la librairie, c'est complètement transparent. C'est comme si vous utilisiez du TypeScript. Deuxième chose, il est écrit en JavaScript, mais sans fichier de définition inclus. Et bien là, dans ce cas-là, pas de panique, il suffit d'aller sur add-type. Donc c'est dans NPM. Add-type, c'est ce qu'on appelle un scope package, donc en fait un espace de nom. Et add-type / le nom de votre librairie, et vous allez retrouver sur NPM le fichier de définition qui correspond à votre librairie. L'ensemble de ces fichiers de définition qui sont stockés sur NPM, ils ne sont pas chacun dans un repository distinct, ils sont tous centralisés dans un même repository qui s'appelle definitelytype. Et ce repository est très important à connaître, parce que si vous-même vous faites déjà du TypeScript, vous mettez au TypeScript, etc., et que vous tombez sur une librairie qui n'est pas typée, bah pour les petits camarades, c'est sympa de faire une petite pull request sur definitelytype et de pousser le type de cette librairie, ou de corriger si vous trouvez des erreurs sur un typage. C'est un énorme repo en plus, hein, il y a vraiment beaucoup de trucs là-dedans. Et une autre chose qui est très importante, c'est ce fichier lib.d.ts. Quand on commence à utiliser TypeScript, on arrive, on va faire une chaîne de caractères, et puis TypeScript nous fournit de l'autocomplétion. On va faire un tableau, point, il nous met toute la liste des méthodes du tableau. Alors comment il arrive en fait à typer, à décrire le code JavaScript natif? Eh bien, TypeScript utilise lui-même un gros fichier de définition qui s'appelle lib.d.ts, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc, petit exemple de fichier de définition. Donc, je vais faire un projet en Angular 1. On me charrie souvent parce que j'ai une adresse Wanadu, donc pourquoi pas faire un projet en Angular 1. Et puis, j'installe le fichier de définition. Donc, je commence mon projet. Il n'y a pas de typage TypeScript. J'installe le fichier de définition via NPM. Je le mets dans les dev dependencies, puisque ce typage va servir uniquement à la compilation et pas au runtime. Le package est installé. Et là, ce qui est très important de voir, c'est donc dans notre module add-type et puis Angular, j'ai bien le index.d.ts, qui est donc le fichier de définition qui va typer et décrire le code Angular 1. Et ici, je n'ai plus rien à faire. Directement, quand je vais importer Angular, eh bien, ça va être comme si c'était écrit en TypeScript. Pourquoi? Parce que le compilateur de TypeScript va automatiquement aller chercher dans notre module add-type tous vos fichiers de définition et les charger. Voilà, donc du coup, je pense qu'au niveau du système de type basique, vous avez à peu près la majeure partie des informations. On va s'intéresser à certaines fonctionnalités, certaines caractéristiques qui sont propres au langage. Et avant, on parlait de fonctionnalités qui sont propres avec ECMAScript 6, mais bon, on est en 2019, c'est une spec qui a quand même plusieurs années. À Devoxx, il y a eu plein de talks là-dessus, donc en fait, on l'a enlevé pour se concentrer uniquement sur les capacités de TS. Donc on ne parlera pas de async await module, on va considérer que c'est un acquis. Tout ce qui est la transpilation. Voilà, la transpilation, mais si vous avez... juste pour faire un petit test dans la salle, qui sait ce que c'est un peu la transpilation, le downgrade de feature et ce genre de choses? Il y en a, ouais. Ah. Ok. Si vous avez des questions sur ce sujet, vous pouvez venir après, on pourra débriefer. Yes. On vous laisse concentrer vraiment sur les capacités de TypeScript principalement. Donc du coup, on va parler d'une première caractéristique, c'est les niveaux d'abstraction, parce qu'en fait, TypeScript, il a un très bon niveau d'abstraction, et quand on vient du monde C# ou Java, on est plutôt content de voir ça, parce que ça permet de faire des architectures avec des parties abstraites, comme on sait le faire dans les langages de PO traditionnels. Donc on est capable d'écrire une classe abstraite et de définir des méthodes abstraites à l'intérieur, pour pouvoir les implémenter plus tard. Quand on utilise ce genre de caractéristiques, qu'on fait un extend dessus, en fait, ce qui est intéressant avec TypeScript, c'est qu'automatiquement, si on n'implémente pas la méthode abstraite, on va avoir une erreur. Et là, on va vous montrer un peu une petite feature de TS. C'est quand on a des cas comme ça avec TypeScript, automatiquement, on a une petite loupiote qui s'affiche là dans VS Code. Ça s'appelle un quick fixes. Voilà. Et en fait, du coup, TypeScript est capable de gérer ces cas-là et de automatiquement implémenter une classe abstraite. Et en fait, ce qui est intéressant avec TS, c'est qu'à partir du moment où on l'utilise et qu'on a les quick fixes, en fait, on se retrouve en termes d'IDE avec un confort similaire à ce qu'on va connaître dans un Java ou dans un C# avec Eclipse ou Visual Studio, quoi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc on en profite là, on en reparlera un petit peu après pour vous expliquer comment ça marche, ce truc-là. Un truc aussi qu'on précise à chaque fois, c'est les interfaces, parce qu'en fait, c'est pas très clair en TypeScript. Les gens qui viennent de Java ou C#, ils voient les interfaces, ils pensent que c'est des interfaces comme dans un PO traditionnel. C'est pas du tout le cas, en fait. Les interfaces... Par exemple, je peux déclarer un membre de mon interface qui est optionnel, quoi. Et dans une interface en PO traditionnelle, peut-être qu'on peut avoir un comportement par défaut, mais rien n'est optionnel dans l'idée. Et en fait, dans TypeScript, c'est possible. Et c'est possible parce qu'en fait, comme on a parlé de duck typing tout à l'heure, les interfaces servent au système de type à vérifier la structure d'un objet pour savoir si elle
correspond à une interface. Et en fait, on peut faire de l'implémentation explicite ou implicite avec ça. Donc du coup, ça paraît bizarre au début quand on commence le langage, parce qu'on n'est pas habitué à ça, surtout si on vient de Java ou C#. Un autre exemple qu'on aime bien donner, c'est on peut mettre des éléments en read-only aussi, c'est un peu bizarre aussi dans une interface, mais bon, c'est faisable. Et un exemple qui montre définitivement que c'est pas du tout le même concept, c'est on peut écrire ce genre d'interface avec une espèce de méthode dedans, qui n'a pas de nom, et en fait, ça sert à typer les fonctions, en fait. Et ça, typiquement, c'est pas implémentable dans une classe, et en fait, c'est parce que du coup, c'est pas fait pour ça. C'est pour typer des fonctions, c'est plutôt utile dans des scénarios de programmation fonctionnelle, on va dire. Donc du coup, on voit clairement que les interfaces, c'est pas la même chose, il faut garder ça en tête, c'est vraiment très important, sinon vous allez tomber dans des pièges grossiers, en fait, à cause de ça. Une autre fonctionnalité aussi qui est assez proche de ce qu'on retrouve dans les langages de PO traditionnels, c'est générique. Donc TypeScript, il a aussi des capacités génériques, mais elles sont quand même assez éloignées, on va dire, à résoudre un certain nombre de problèmes que la PO traditionnelle résout, mais elles sont quand même assez éloignées dans l'idée. Donc par exemple ici, je prends toujours un exemple avec Abstract Factory, parce que j'ai envie de faire une factory avec une classe abstraite, et puis je vais utiliser un générique et tout, enfin bref. Et là en fait, j'ajoute une classe Rocket Factory, et déjà, bon, ceux qui ont un peu l'œil, ils ont vu que la syntaxe c'est un peu bizarre. Et du coup, donc, dans la première partie ici, je peux utiliser un extend pour appliquer une contrainte, donc ça c'est pareil dans Java ou en C#, on peut faire des contraintes. Mais par contre, vous allez vous apercevoir qu'il y a un peu ce truc-là, là, au milieu, là. Un espèce de setter new avec une fonction, c'est un truc un peu bizarre. Et en fait, ça, c'est le constructeur d'une classe. Parce qu'en fait, vu que vous allez utiliser TypeScript, si vous utilisez générique et vous pensez que vous allez faire des scénarios comme vous faites en Java ou C#, ça va être compliqué parce que les capacités d'introspection en JS, elles sont ce qu'elles sont. Et on n'est pas capable, par exemple, de définir comment construire une instance d'un type générique sans qu'on passe le constructeur dans une méthode ou quelque part. Donc là, on voit qu'il y a quand même une diff. Et vous ne ferez pas exactement les mêmes scénarios. En fait, les génériques ils servent principalement au système de type, et on les utilise principalement pour ça. Mais vous pouvez quand même faire un certain nombre de scénarios quand même, avec les génériques. Donc du coup, maintenant on va s'intéresser plutôt au type system, parce que ça c'est pareil, là on a vu les types de base, les primitifs, les classes, les interfaces, mais en fait dans TypeScript il y a tout un ensemble de types, et on peut en fait, enfin tous les types sont des contraintes statiques. Et en fait, on peut créer aussi des alias de type. Et potentiellement, ici, je fais un alias, donc c'est une fonction qui va s'appeler launching. Et ça, launching va correspondre à un type en TypeScript. Donc on est capable d'écrire ce genre de choses et d'ouvrir de nouveaux scénarios qui ne sont pas de la PO traditionnelle, c'est plutôt de la programmation fonctionnelle. Et du coup, on va aussi retrouver des types d'intersection. Il y en a qui font du Scala ici, là, dans la salle, ou pas? Ouais, il y en a quelques-uns. Bon, ils ne seraient pas perdus parce que c'est à peu près le même principe. On trouve ces principes-là dans Haskell, enfin dans les langages de programmation fonctionnelle. Donc vous pourrez faire des intersections. Donc les intersections en TypeScript servent souvent à regrouper plusieurs types en un seul. On peut le retrouver dans les scénarios quand on fait des mixings, par exemple. On a aussi des unions, les union type. Généralement, c'est le pipe. En TypeScript, on les utilise souvent en paramètres de fonction parce qu'on ne veut pas avoir any. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser, parce qu'en fait, any, on devrait faire une union en fait, de plusieurs types si on a plusieurs possibilités dedans. Et il y a une particularité, c'est les singleton type property. Et en fait, on peut définir qu'une valeur peut être un type. Et là, par exemple, dans mon exemple, je vais dire le type Soyuz, c'est une requête et une propriété name dont le type est une chaîne de caractères Soyuz. Et en fait, je peux mettre que Soyuz dedans. Alors, ça paraît peut-être un petit peu bizarre comme ça, mais en fait, je vais vous montrer un exemple. Parce que ça, c'est en slide, c'est un peu dur à... On va vous montrer un exemple directement, ça va être plus simple. Donc là, je vais prendre mon exemple un peu rasoir. Là. Je ne vais pas prendre des requêtes. J'aime bien les employés, les suppliers, les compagnies, enfin, des trucs un peu barbants. Donc là, je fais un employé et je veux faire en fait quelque chose d'assez simple. L'employé, il a un salaire. Number, plaque. Et je veux... Pardon. Voilà, je veux qu'il y ait quelque chose... Je fais n'importe quoi. Ouais, clic. Alors, ouais. Okay, merci. Et je veux par exemple avoir un autre type qui est supplier. Directement. Lui, il a un name. Alors lui, c'est un supplier, donc il n'a pas de salaire. Hein, ce serait plutôt une facture ou quelque chose de ce genre-là. Number. Et potentiellement, lui aussi, il va avoir pay. Parce que du coup, on peut le payer dans le cas d'une compagnie. Donc là, du coup, par exemple, je peux faire une fonction pay, dans lequel je peux très bien dire je vais accepter en entrée un employé, ou enfin l'union entre un employé et un supplier.
Voilà. Et en fait, automatiquement, à l'intérieur de ça, TypeScript, vu que c'est une union, il va récupérer le dénominateur commun entre les deux types et ça va permettre d'utiliser pay directement. Donc ça, c'est pas mal parce que du coup, ça évite de faire any, d'avoir à faire un if, pay, je l'appelle parce que du coup, c'est dans l'objet. Là, vous faites une union, comme ça, vous êtes sûr que tous les objets qui vont passer là-dedans, ils ont pay et c'est OK. Donc c'est quand même un peu plus sympa. Alors parfois, on a besoin de manipuler la structure, enfin ce qu'il y a dans l'objet. Donc par exemple, là, typiquement, si je veux afficher le nom du supplier, bah, je peux pas parce que du coup, il n'y a pas name là-dedans, donc je sais pas comment faire. Donc en fait, tout à l'heure, je vous parlais des singleton type property. En fait, c'est un objectif simple en TypeScript, ça permet de faire un discriminant et de pouvoir utiliser ça dans le système de type pour définir clairement quelle instance, de quel type est l'instance. Je vais vous montrer ça en live. Donc en gros, le discriminant, c'est une propriété qui sera commune entre deux types. Je vais utiliser la capacité du singleton type property pour dire celui-là, c'est employé. Pour supplier, je vais faire exactement la même chose, sauf que là, c'est supplier. Et en fait, quand on fait ça, on peut utiliser un guard. Donc un guard en TypeScript, c'est une condition, en fait. Donc ça peut être un switch, un if. Et on peut directement aller prendre sur valeur la propriété type. Automatiquement, TypeScript. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Je ne suis pas planté. Non, c'est bon. Ouais, voilà, c'est bon. Je crois qu'il le proposait direct. Donc là, on voit qu'on a l'autocomplétion entre les différents singleton property type property. Et donc du coup, automatiquement, si je lui dis, bon, bah, ça c'est employé, ou supplier, hein, peu importe. En fait, value, automatiquement, ça se convertit en un employé, en fait. Donc ça s'appelle discriminated union, en fait. C'est un pattern en TypeScript. Et ça évite de faire potentiellement du duck typing. Voilà. On parlait de duck typing, il y a plein de gens qui ne sont pas toujours super fans du duck typing. Bon, bah là, au moins, ils peuvent faire ça et ils peuvent passer outre. Rapidement, on peut faire, alors je vais le montrer juste vite fait, mais on peut faire aussi... Ouais, on peut faire ses propres guards, en fait, pour définir à TypeScript que ça correspond à un type. Donc là, par exemple, on va récupérer un truc qui est any, ce coup-ci, et on va lui dire, bah, si ça passe là-dedans, et que ça sort, ce sera obligatoirement un type supplier. Et en fait, ici, on va pouvoir, au runtime, du coup, là, ce coup-ci, parce que dans le premier cas, c'était pas au runtime, là, ça va être au runtime, définir qu'est-ce qu'il y a dans value, et là, on peut faire du duck type là-dedans, et lui dire, bah, si tu as un nom, et si tu as une invoice, et si tu as pay, bah, probablement tu as un supplier, et là, en fait, ça devient un guard, et si, par exemple, j'utilise directement ici if is supplier, je lui passe la valeur, en fait, value devient automatiquement supplier. Donc alors, ça c'est quelques capacités, en fait on voudrait vous en montrer plus, mais ça pourrait presque être une conf à part, parce qu'il y en a tellement des trucs comme ça, mais au moins ça vous donne une idée un peu des capacités que peut avoir TypeScript sur cette partie-là. Et sur la partie guard, ouais. Là ça peut paraître un peu rébarbatif de déclarer toutes les propriétés, mais il faut savoir qu'il y a des librairies qui vous le font à votre place, oui. Comme IOTS. IOTS, ouais. Il y a plusieurs librairies qui savent faire ça. Donc juste pour finir rapidement là-dessus, après on va passer à la prochaine partie, mais en fait dans le type system il y a énormément d'autres capacités, donc là on vient de voir union intersection de type guard et discriminated union, mais en fait il y a aussi des mapped type, on peut convertir des types avec des types utilitaires, on a des conditionnels, enfin il y a tout un paquet de possibilités sur l'inférence et l'immutabilité, et du coup voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de ce que ça peut faire. Yes. On va finir rapidement sur les décorateurs, parce que TypeScript sait gérer les décorateurs. Alors par contre, c'est expérimental toujours. Hein. Donc du coup, il faut activer des propriétés dans le compilateur pour pouvoir les générer. Donc les décorateurs, ça peut être appliqué à tout ce qui est propre à la programmation orientée objet. Donc les classes, les méthodes, les propriétés, les paramètres. Par contre, OTC39, qui est le groupe qui standardise ECMA, c'est du stage 2 draft, donc ça pourrait changer, c'est pas encore sorti, quoi. Mais TypeScript, il sait le gérer parce que Angular en avait besoin au début, et c'est pour ça qu'Angular a utilisé TypeScript. Donc pour vous montrer un exemple rapide, ici je veux faire un décorateur, donc je fais un track pour ma requête parce que je veux avoir de la télémétrie dans mon système en fait. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y a 3 paramètres en entrée, et il y en a un qui s'appelle descriptor, il va contenir la fonction de départ en fait sur laquelle j'applique le décorateur. Donc ça je peux le récupérer directement dans une autre fonction, dans une variable pardon, et je peux redéfinir une nouvelle fonction, et en fait je peux tisser du code avec ça, et redéfinir la valeur du descripteur pour pouvoir appliquer un comportement qui n'est pas celui de défaut qui est le mien en fait. Et du coup, ça par exemple, ici je dis, bah, en fait, à chaque fois qu'on va appeler une méthode qui est décorée avec track, je vais appeler ma télémétrie pour traquer les informations, le nom de la classe, le nom de la méthode, les arguments qui sont dedans. Et après, je réapplique la fonction, donc je réexécute la fonction initiale pour que le comportement de base il soit exécuté. Et du coup, quand on fait ça,
En fait, j'ai une classe, j'ai une méthode, donc correctPath pour corriger la trajectoire, je mets track dessus, et en fait, quand je crée une instance de la classe et que j'appelle la méthode, automatiquement, je vais avoir la trace qui va être disponible. Donc du coup, c'est plutôt pratique. Si vous voulez un exemple d'un projet qui utilise ça vraiment à grande échelle, il y a Angular, Nest et Vue aussi qui commence à utiliser pas mal. Donc voilà pour cet aperçu, on va passer sur comment ça marche en interne. Donc là, je vais laisser la parole à Félix pour enchaîner. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sous le capot de TypeScript. Au niveau de l'architecture macro de TypeScript, il y a une première brique qui est très importante, qui est le Core TypeScript Compiler. Donc c'est le compilateur de TypeScript tout simplement, qui lui-même est composé de plusieurs briques. Alors c'est un compilateur assez classique qui va lire, analyser notre code, le parser. Et ensuite, une fois qu'il aura tous les éléments nécessaires, il va faire passer tout ça dans deux briques qui sont l'émetteur et le checker. Donc l'émetteur, en fait, c'est la brique qui va permettre d'émettre et donc de générer le code JavaScript. Et le checker, c'est celui qui va analyser notre code pour nous remonter les erreurs. Ce Core TypeScript Compiler, pour fonctionner, il a besoin qu'on lui fournisse deux choses. Il a besoin qu'on lui fournisse les sources, qu'est-ce qu'il doit compiler, et des options de compilation pour lui dire comment il doit compiler. Et pour ça, il y a deux briques au-dessus qui vont servir à ça. La première, c'est le TS Standalone Compiler, alias TSC, qui est un outil en invite de commande qui permet d'appeler le compilateur de TypeScript et de lui passer donc des sources, de lui donner des chemins vers des sources et des options de compilation. C'est ce qu'on obtient en fait quand on fait un npm install TypeScript. Et une autre brique très importante qui est Language Service. Donc Language Service, en fait, c'est pas une brique qui nous est destinée à nous en tant qu'utilisateurs, c'est destiné aux IDE et à ceux qui vont intégrer TypeScript dans les IDE. Ça va fournir tout un tas de features, comme on parlait de l'autocomplétion, des features de refactoring, le soulignage des erreurs et tout ça. Et bien tout ça, c'est Language Service qui va fournir ces features. Donc ils ont mis un petit serveur au-dessus avec une API en JSON, et ça peut être soit les IDE utilisent le serveur, soit ils utilisent direct la brique Language Service. Ça, c'est un mode qui a été récupéré par d'autres langages. On peut citer Rust, souvent c'est celui qu'on cite, qui a repris ce modèle-là parce qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer rapidement dans les IDE. Ils ont fait ça, et maintenant, Rust, on peut en faire un peu partout. Donc c'est plutôt efficace. Et cette brique aussi permet aussi donc d'offrir des fonctionnalités. En fait, une fois que je vais implémenter une fonction de refactoring là-dedans, ça sera disponible au sein de tous les IDE. Et puis, elle peut également être étendue, cette brique, comme par exemple Angular qui l'a étendue pour checker les templates HTML d'Angular, ou Vue également qui a fait la même chose. Donc, je vous parlais des options de compilation. Les options de compilation, on les passe rarement toutes en ligne de commande parce qu'il y en a un bon paquet. Et donc, on utilise un fichier qui va contenir ces options de compilation qui s'appelle le tsconfig.json. Pour l'initialiser, on utilise TSC, on fait tsc-init. Alors pourquoi on ne part pas d'un fichier vide? TSC-init, il va nous générer un beau fichier avec des options de compilation de base qui sont déjà mises en place, et surtout plein d'options de compilation qui vont être désactivées et commentées. Et ça nous avantage parce qu'on n'a pas besoin de faire des allers-retours avec la documentation pour lire toutes les options de TypeScript. Il y en a à peu près une centaine, donc si on commence à tout lire d'un coup dès le début, c'est un peu hard. Donc un petit exemple. Alors ici, mis à part ces options-là, ce qui est important de voir, c'est qu'on a donc compilation option ici, où c'est vraiment les options de compilation, include les sources. C'est bon, on a donné les deux choses qu'il fallait au compilateur. Un petit zoom sur quelques options de compilation. Comme je vous disais, il y en a une centaine. Donc quand on commence en TypeScript, c'est pas important de direct aller attaquer ça et toutes les lire, mais au fur et à mesure, c'est bien quand même d'aller un peu voir ce que ça donne, parce qu'il y en a pas mal qui sont pas forcément connues, qui peuvent être très intéressantes. Quelques options importantes, on a Target. Target, c'est pour dire à TypeScript quel niveau d'ECMAScript on vise, donc quelle norme on souhaite supporter. Et on peut aller de l'ECMAScript, de l'ES-Next jusqu'à ES5 et jusqu'à ES3. Et donc, en fonction de ça, TypeScript va downgrader les features qu'on utilise pour être compatible avec cette norme et supporter des anciennes versions de navigateur. Pareil pour les modules, pour supporter des outils de l'écosystème qui supporteraient une autre syntaxe de module comme de l'AMD ou du CommonJS, eh bien TypeScript, on peut écrire une syntaxe de module et ensuite il peut nous générer la syntaxe ES 2015, AMD, etc., etc. Autre chose très importante, évidemment, les source maps, comme dans beaucoup d'outils en JavaScript, ça va nous permettre de, quand on va être dans le navigateur en train de mettre des points d'arrêt, de débugger, eh bien, de débugger sur nos sources en TypeScript et pas les sources JavaScript générées par TypeScript. Deux autres petites options qui sont très importantes, qui sont donc le import helper et le no emit helper. Donc en fait, l'histoire de tout ça, c'est que quand vous allez utiliser des features que TypeScript va transpiler, certaines features vont générer ce qu'on appelle des helpers, donc des petites fonctions pour nous aider, comme par exemple extend, async await, etc.
Le problème de ces choses qu'il va transpiler pour lui faciliter le downgrade, c'est qu'il va les transpiler dans chaque fichier où il y a le mot-clé. Donc par exemple, si j'ai 10 fichiers où j'ai utilisé le mot-clé async await, lui en sortie, 10 fois il va générer cette énorme fonction helper. Ce qui fait évidemment grossir le package final qu'on livre en production. Si vous voulez un excellent exemple, vous transpilez async await en ES5, vous verrez le résultat. Et s'il fait ça pour chaque async await, ça va juste pas être possible, quoi. Et du coup, en fait, no emit helper, c'est une première option qui lui dit arrête d'émettre ces helpers, ça sert à rien. Deuxième option qui va de pair, parce que si on lui dit de plus les émettre, bah forcément après notre code il fonctionne plus, et donc import helper, ça va lui dire va plutôt chercher tous ces helpers dans un package tierce. Et plutôt que de les créer à chaque fois, en fait, fait juste référence au package. Donc le package c'est tslib. Alors ces deux options, ce qui est très important de savoir aussi, c'est que quand on utilise la CLI d'Angular, la CLI de Vue, en fait ces deux options sont gérées automatiquement. Quand on fait un --prod sur Angular ou sur Vue, automatiquement, lui, il va ajouter ces deux options, il installe tslib et il gère le truc tout seul. L'option strict true, qui est une option aussi extrêmement importante, c'est une des options aussi vraiment à retenir. Alors quand on fait un tsc-init, de base, il va l'activer. Désactivez-la pas. Hein. Par contre, si jamais on ne l'a pas mis dans notre fichier de configuration, par défaut, elle n'est pas activée. Ouais. Et en fait, c'est une option maître qui va activer plein de sous-options pour renforcer le contrôle des types sur notre code. Et il y a une autre chose. Je pense que tu peux donner l'exemple, ça enlève nul et undefined, ça empêche de implicitement utiliser any, enfin c'est des trucs qui sont censés vous aider à faire du code clean. Voilà. Tout à fait. Et éviter au maximum les erreurs lors de l'exécution du programme. Voilà. Et par contre, aussi, une chose à savoir, c'est que si par exemple on a déjà un projet en TypeScript, si on met strict true dès le début, eh ben, il y a un bon nombre d'erreurs qui arrivent, mais on peut l'adopter de façon incrémentale. On peut l'activer, désactiver toutes les sous-options, puis ensuite, une à une, activer les sous-options pour à la fin adopter le strict true, plutôt que donc l'adopter de façon incrémentale. Ensuite, je vous avais parlé du lib.d.ts, le fichier de définition qui est utilisé par TypeScript pour typer et décrire du code JavaScript natif. En fait, si on va dans les sources de TypeScript et qu'on regarde, ce lib.d.ts, il n'a pas un énorme fichier qui contient tout. En fait, il y a plein de sous-fichiers. Il a un fichier pour décrire des features d'ECMAScript 6, qui lui-même importe plein d'autres sous-fichiers qui vont décrire chacune des features. Et en fait, on a une granularité vachement fine. Et en gros, cette option, elle permet de composer, de piocher, ce qui va un peu faire le lib.d.ts final. Ce qui signifie que, par exemple, si vous avez lib ici et que vous aviez juste mis DOM, eh bien, vous commencez à utiliser une feature de S6, TypeScript, il va dire « moi, je ne comprends pas ce que tu es en train de faire, je ne connais pas ES6 ». Donc là, ici, ce qu'on lui dit, c'est qu'on veut utiliser des features d'ECMAScript 6 et puis les fonctionnalités du DOM. On veut que ça, il les type et voilà. Et puis, il y a énormément d'autres options. Ok, donc là, on est dans le timing, donc on a encore quelques minutes. On va vous parler de comment vous pouvez passer de JavaScript à TypeScript, parce que ça, c'est un grand sujet aussi. Il y a pas mal d'interrogations, et notamment parce qu'en fait, un peu le mantra, on va dire, de TS, c'est une ligne de JavaScript, c'est une ligne de TypeScript. Alors du coup, généralement, quand on a un projet JavaScript, on dit « Ok, bah, c'est parti, j'ai mes fichiers JavaScript, je fais tsc-init, et puis je rename tout en TS ». Et là, bah, c'est le drame, en fait. Les gens se sont cassés les dents à faire ça, ouais, mais ça fait un peu peur. Quand on a du legacy, je sais pas, on a une application de 500 000 lignes de code, c'est juste impossible de faire ça, quoi. Donc en fait, nous, on préconise plutôt une autre approche. C'est de dire qu'en fait, JavaScript, c'est un static type checker, en fait. Donc du coup, on peut checker du JavaScript avec TypeScript directement. En fait, l'approche, c'est plutôt d'utiliser cette capacité-là pour démarrer sa migration. Et en fait, chaque fichier JavaScript peut potentiellement être annoté enfin, dans un commentaire avec test-check, et automatiquement, le TypeScript il va commencer à s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Alors, pour que ce soit plus parlant pour tout le monde, je vous ai pris un exemple ici que j'adore. J'ai une somme, donc c'est un tableau de nombres, et je fais un reduce pour calculer une somme, un truc assez basique. Et là, quand j'appelle la somme, je mets true, 2 et 3 en chaîne de caractères, et ça, en JavaScript, c'est pas une erreur, ça marche. Donc ça donne 33 en fait, puisque c'est la concaténation, enfin bref, si vous voulez les détails, on peut en parler tout à l'heure. Et en fait, du coup, c'est pas une erreur technique, ça fait pas planter votre programme, mais c'est probablement une anomalie en fait. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que si vous pouvez le détecter directement, en fait, cette capacité-là, parce qu'en fait, si vous mettez la JSDoc dedans, et vous précisez les types, directement dans la JSDoc, donc là, il n'y a aucune modification dans votre code, c'est que de la doc. Juste pour préciser, JSDoc, c'est une façon standard en fait, d'écrire les commentaires en JavaScript. Et là, je fais un TS check, et là, bim, direct. True, c'est pas un number, en fait. Hein. Donc, du coup, il y a un problème. Donc là, ça n'a aucun impact sur le runtime et sur la modification, enfin, sur votre code de manière générale.
Mais en fait, vous pouvez commencer à vous préparer à passer à TypeScript de la manière douce, parce que du coup, il n'y a pas forcément de refactoring à faire tout de suite. Et vous aurez au moins toutes les erreurs. Et en fait, si je vous montre mon projet, là, parce que vu que j'ai un projet vite fait, je suis dans un répertoire sample 2, vous voyez que j'ai pas de configuration de compilateur. Et en fait, vous n'avez même pas besoin d'installer TypeScript, en fait, parce que VS Code, il embed TypeScript, en fait. Donc VS Code est déjà capable de le faire par défaut. Donc en fait, voilà, vous pouvez démarrer assez facilement. Donc voilà, donc généralement on aime bien montrer ça parce que du coup ça permet aux gens de relativiser un peu la tâche, on va dire. C'est un peu plus simple de démarrer. Voilà, du coup on arrive un peu au bout de la conf, donc on va conclure. Alors oui, juste pour finir là-dessus, on peut évidemment l'activer de manière générale si on a besoin de checker tout son code JavaScript. Il y a une propriété dans le TS config. Donc là dans les slides on les partagera, vous avez l'exemple directement et vous pouvez le faire si vous voulez essayer dans VS Code après cette conf. Donc on va conclure. Donc je vais te laisser. Alors, en conclusion, quelques points importants. Premier point, c'est un point sur lequel on a pas mal appuyé, mais TypeScript, c'est pas du C# et du Java, etc., etc. Alors, je pense que c'est surtout vrai parce que vu que la personne qui a un peu créé le TypeScript, il n'était pas de C#, moi, très rapidement, l'écosystème Microsoft, c'est on va faire du TypeScript, moi j'ai fait du C#, je vais refaire la même chose. C'est le C# ça va pas fonctionner. Du JavaScript, alors que ça ressemble plus à Java, mais bon, ça reste du JavaScript, il faut une bonne connaissance. Quand on plonge dedans, il ne faut pas oublier de bien apprendre et connaître le JavaScript. Ouais. La communauté est assez impressionnante parce que le repo Definitely Type qu'on a vu tout à l'heure, en fait, tout ce qui est typé, les librairies externes, en fait, ça a été fait par la communauté. La communauté TypeScript, elle est énormément impliquée en fait, dans l'open source. Et il y a plein de produits super qui tournent autour de TypeScript ou écrits en TypeScript qui sont faits par la communauté. TypeScript, il a une très grande influence maintenant sur le JavaScript. Alors pourquoi? Parce que par exemple, le async await, c'est venu à la base de TypeScript, puis ça a été standardisé dans le JavaScript. Et puis on a eu aussi, par exemple, là bientôt en JavaScript, il y a des champs privés qui vont apparaître. Et ça, pareil, ça existait en TypeScript, ça arrive en JavaScript. Et il y a un truc qui a été ouvert. Il y a une discussion ouverte où les personnes du TC39 ils commencent à dire qu'ils vont mettre des types dans du JS. Donc là, c'est une conversation. Voilà, pas dit qu'ils allaient le faire, ils en parlent. C'est pas du tout encore dans des étapes de standardisation. Ils sont en train d'en discuter, mais ce qui est assez exceptionnel quand même, qu'ils ont au moins ouvert une discussion là-dessus quand même. Alors bon, TypeScript, ça va permettre d'améliorer l'évolutivité, la maintenabilité, la scalabilité du code. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un tas d'outils intéressants qui gravitent autour de TypeScript. Ouais. Voilà, du coup, on a terminé. Alors, on va passer aux questions. Il nous reste 2 minutes. Merci. Du coup, vas-y. Avec le micro, en plus, ce sera plus simple, comme ça, on n'aura pas besoin de... Ouais. Déjà, bravo. Belle présentation. Merci beaucoup. Je trouve qu'en termes d'évangélisation, c'est bien. Alors, moi, j'ai une question et une petite suggestion aussi. Ouais. Parce que même si c'est pas un vrai concurrent, le concurrent pour les types au moins de TypeScript, c'est Flow, qui est dans l'écosystème Facebook. Et moi, je sais que j'évangélise beaucoup sur TypeScript dans ma boîte. Et là, vous avez beaucoup parlé d'Angular. Et je pense que c'est dommage parce que les gens font un peu l'amalgame Angular, TypeScript, React, Flow, ce qui est une erreur parce que Flow, c'est pas terrible. Et ça n'engage que toi. Hein, moi, je suis pas chez Microsoft. Non, mais je pense que ça pourrait être intéressant de dire que ça fonctionne vraiment bien aussi avec cette librairie-là. Vous parlez de Vue, vous parlez de tout ça. Ça, c'est la suggestion. Et la question, qui est un peu un pic, quand est-ce que vous mettez, pour mettre en avant toutes ces superbes features, un moteur de recherche dans votre documentation ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je vais déjà répondre au truc pour bien confirmer qu'en effet, on prend Angular comme cible parce que c'était le premier projet conséquent qui a été développé, en tout cas dans la communauté open source, en tant que framework. Mais en effet, moi, personnellement, je fais quasiment plus d'Angular. Je fais du Vue et je fais du Node. Et je fais du Node avec TS et c'est un bonheur, quoi. Donc, voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, après, pour la documentation, je ne fais pas partie de l'équipe produit de TypeScript. Mais par contre, c'est un vrai point, l'amélioration de la documentation actuellement. Parce qu'en fait, depuis ils sont en train de, pour avoir des contacts un peu avec eux, tout ça, ils sont en train de retravailler. Alors le moteur de recherche, ça, j'en ai pas entendu parler malheureusement. Par contre, ils sont en train de retravailler un petit peu sur la documentation sur certains points et d'amener un peu plus de surplus là-dedans pour éviter que les gens ils plongent de façon abrupte dans cette doc. Qui est un peu compliqué à lire. Un peu indigeste. Quand on la lit, des fois, on a du mal à comprendre. En effet, ça, c'est un feedback qui a déjà été remonté. Ils sont en train de travailler dessus parce que c'est clair qu'il faut que ça change. Clairement.
Ouais. Oui, donc j'avais une autre question. On a beaucoup parlé d'Angular, de Vue, ce genre de choses, et même de VS Code. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des gros exemples de projets back-end qui utiliseraient du TypeScript? Et question subsidiaire, est-ce qu'aujourd'hui, vous encourageriez des gens à démarrer des projets back-end, je pense vraiment à du Node, Express, etc., en TypeScript? La réponse c'est oui, et si tu veux des exemples, je peux t'en citer plein chez MS, parce que du coup TypeScript est, pour la partie en tout cas Node, tu prends tous les SDK Azure, Node.js c'est du TS, enfin et voilà, tu vois juste ça déjà, ça te donne une idée du nombre de libs chez MS qu'on build avec ça. Le framework Nest Et aussi. puis on peut prendre Nest, parce que la Nest c'est en pleine explosion, et les gens ils font des architectures microservices avec, il commence à y avoir des retours d'expérience et des feedbacks que moi j'ai eu la plupart du temps. Ça a l'air quand même de tenir bien la route et c'est une techno super, voilà, c'est super prometteur quoi. Donc du coup, on peut dire clairement que ouais, là on peut y aller si on veut construire des trucs costauds, il y a de quoi faire quoi. Ouais. Il nous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que Dernière question du coup. Ouais, dernière question si quelqu'un veut en poser une. Personne. Allez, un dernier. Ok, yes. C'est bon, non. Bon, merci à vous. Merci à vous. Ouais.